Donc, comme l'a dit le président du comité scientifique pour ce colloque, qui est sans doute la première des manifestations et des activités consacrées à ce travail, cette œuvre, cet engagement de Pierre Ury. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux personnalités éminentes qui, d'une certaine manière, c'est évident à tous, lorsqu'on lit le programme, ont prolongé l'œuvre dont on a vu les débuts et d'une certaine manière les prémices intellectuelles et qui sont peut-être aussi à la fois des critiques de l'œuvre de Pierre Ury et des passeurs de témoins à leur manière, notamment pour nos étudiants, nos camarades, ceux qui assistent à ce colloque et qui tirent ici non seulement un intérêt intellectuel de découvrir un personnage, une page de l'histoire française, une page de l'histoire européenne, mais aussi peut-être pour leur propre avenir professionnel, une source d'inspiration, une source d'encouragement. Donc merci beaucoup à Christian Sauter et Pascal Lamy d'être avec nous dans cette dernière partie d'une journée que nous organisons donc avec le groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure, nos collègues de l'École normale supérieure et le soutien du Parlement européen et particulièrement du service de recherche du Parlement européen qui accentue son effort en ce moment pour faire connaître la mémoire des fondateurs et l'histoire de la construction européenne, est faite, comme le montrent beaucoup de travaux, de très nombreuses contributions, de très nombreuses personnalités très différentes, souvent dans leur histoire, leur profil, leur histoire intellectuelle. Donc Christian Sauter, chacun nous a demandé de les présenter brièvement. Vous êtes ancien ministre et vous êtes le président d'honneur du réseau France Active, c'est l'économie solidaire, si je ne me trompe pas, et vous allez nous parler de l'économiste engagé, Pierre Ury comme économiste engagé. Vous-même, vous êtes sans doute aussi cette catégorie, pour ceux qui ne connaissent pas vos débuts, vous avez été le patron du CEPI, notamment, il y a quelque temps déjà, et avant directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc un économiste engagé, vous l'êtes aussi. Donc dans l'économiste engagé Christian Sauter, voilà l'économiste engagé Pierre Ury. La parole est à vous. Je me pique le micro. Ça marche. Je commencerai par, d'abord, merci pour ces mots de présentation. Je commencerai par quelques mots de reconnaissance, d'abord à l'égard de Noël Ury, qui m'a embarqué dans cette aventure en l'honneur d'un homme qui était complètement fascinant et dont je dirai quelques mots. Reconnaissance aussi à l'égard des orateurs de ce matin et de cet après-midi, parce que j'ai beaucoup appris sur Pierre Ury et sur l'histoire économique et sociale de la France et de l'Europe depuis la guerre, dans laquelle Pierre Ury a joué un rôle important. Et puis aussi reconnaissant parce que je retrouve des amis que je n'ai pas vus depuis quelque temps, et donc c'est une joie d'être avec vous maintenant. Alors, pour parler de Pierre Ury, je commencerai par dire un mot sur l'homme, quand on le voyait, il avait un regard intense qu'il portait sur vous, qui était à la fois perçant, parce qu'on sentait qu'il vous évaluait aussitôt pour voir ce que vous aviez dans le ventre, et en même temps souriant, parce que Pierre Ury était, mon expérience en tout cas, un grand charmeur qui essayait de convaincre plutôt que de contraindre. Donc il était doué d'une si vive intelligence mais ça a été très bien expliqué ce matin et ce début d'après-midi, qu'il était capable, sinon d'improviser, du moins de dérouler un discours impeccable de logique et de clarté qui, et c'était le but, désarmait toute velléité de contestation.
Donc, je voudrais peut-être commencer par lire la dédicace. C'est un manque de modestie de ma part, de l'ouvrage qu'il m'avait envoyé, donc ses mémoires de 1991, à mon ami Christian Sauter, qui peut, en feuilletant bien, découvrir des réponses plus simples aux graves affaires qui lui ont été confiées. Mes hommages fidèles et mon très cordial hommage. Si je vous lis ceci, c'est parce qu'il y a une touche de malice que j'ai beaucoup aimée, et peut-être on n'a pas suffisamment ce matin et cet après-midi, insistant sur les écrits, on a moins souligné qu'il avait une personnalité assez malicieuse, parce qu'il me dit très, très gentiment découvrir des réponses plus simples. Donc, ça veut dire indirectement, et je reviendrai sur cette période dans un instant, que lorsque j'étais auprès du président de la République, François Mitterrand, j'ai dû, du point de vue de Pierre Ury, appliquer trop souvent l'adage « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» qui est une maxime que l'État pratique beaucoup. Et encore tout récemment, on vient de parler d'un chèque inflation, qui est une merveille d'invention technocratique non opératoire. Donc, dans cet ouvrage, Je pensais pour l'action, un fondateur pour l'Europe, il décrit à sa manière, et c'est une manière assez personnelle, le rôle qu'il a joué et dans l'élaboration de la planification et dans celle de l'Europe. Et je voudrais revenir en arrière ça a été fait, mais moi ça m'a fasciné en relisant ses mémoires. Il a eu une trajectoire fulgurante. C'était un étudiant surdoué, on l'a dit ce matin, mais je le rappelle avec une touche d'admiration. D'abord, il est normalien, alors que moi je ne suis que polytechnicien, et donc il est né dans une famille universitaire avec son père et sa mère qui étaient professeurs dans l'enseignement supérieur. Il est passé par le lycée Henri IV. Bon, tout le monde ne peut pas passer par le lycée Louis Grand, évidemment. Et il a intégré à l'âge de 17 ans cette belle école normale supérieure qui nous accueille. Et il a été reçu brillamment à l'agrégation de philosophie à, je crois, l'âge de 23 ans. Et personne ne l'a souligné, mais je pense que ça a joué un rôle dans son œuvre. Il a fait, si je puis dire, à côté, il a fait des études de droit qui, à mon avis, ont dû lui servir beaucoup, puisque on nous a rappelé qu'il était capable de rédiger un projet de traité en 40 articles, si je puis dire, de les dicter en continu. Donc, il a commencé, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, à 24 ans, il s'est retrouvé professeur de philosophie au lycée du Parc à Lyon. Ça, c'est assez chic. Et puis, il s'est retrouvé à Laon, où il a succédé à un certain Jean-Paul Sartre. Et puis, juste avant la guerre, il était à Reims. Et là, la guerre l'a surpris. Et Vichy, donc, l'a privé de son poste d'enseignement parce qu'il était israélite. Alors, à ce moment-là, il s'est trouvé dans une sorte de période sabbatique malheureusement forcée, qui lui a permis, d'une part, de lire Keynes en version originale, et d'autre part, de suivre des cours, ce qui était vraiment, à mon avis, assez exceptionnel pour un universitaire en général et pour un normalien en particulier. Il a suivi les cours du Centre de préparation aux affaires de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, encore aujourd'hui, il y a des gens de gauche qui trouvent que ce serait une idée bizarre, mais à l'époque, il devait être carrément original. D'autant que, juste après la guerre, on le verra dans un instant, en 1947, on en a parlé, et si j'en parle, c'est parce que je vais vous débiter un certain nombre d'horreurs fiscales dont il a eu l'idée très précocement dans le cadre de la CGT en 1947. Il a proposé de calculer les droits de succession selon la fortune de l'héritier. C'est quand même une idée, c'est une idée brillantissime qu'on n'a pas encore appliquée, mais peut-être que ça viendra. Bon, il a proposé d'instituer un impôt annuel sur le capital. Bon,
il a proposé de taxer tous les 5 ans l'enrichissement. On parlerait des plus-values sur les immeubles ou sur les actions. Et on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas y insister. Il a imaginé une taxe sur ce que l'on n'appelait pas encore la valeur ajoutée. Et dans son ouvrage, avec une absence de nuance qui est tout à fait remarquable, il s'attribue la paternité de la TVA, mais on a eu ce matin un exposé remarquable pour nous montrer que cette vérité historique méritait quelques nuances. Bon. Donc, jeune économiste, il a aussi fait un séjour à Princeton, ce qui n'était pas si fréquent. Il a été, si je puis dire, recruté par François Peyroux. Alors, il faut déjà avoir un âge un peu canonique pour se souvenir de François Peyroux, qui était un immense économiste, terriblement original, hein, qui se tenait à l'écart des querelles qui n'ont pas toujours cessé entre les libéraux et les socialistes. Et François Peyroux était un des pionniers de l'économie quantitative, de l'économie dynamique, des préférences de structure, des pôles de développement territoriaux. Bref, c'était un homme extrêmement, un intellectuel extrêmement original qui croyait à l'intervention publique. Il a même fait, je crois, un petit bouquin sur la planification, hein, que sais-je. Hein. Et donc, Pierre Ury, qui était encore très jeune, a eu auprès de ce maître, si je puis dire, une formation économique tout à fait remarquable. Ça n'a pas duré très longtemps. On sent à lire les mémoires de Pierre Ury qu'il est venu un moment où les publications et les talents oratoires de l'élève ont fait peut-être un petit peu d'ombre au maître. Voilà, heureusement, et là on en a parlé longuement, dès 1947 il a été recruté par Jean Monnet, qui avait donc en charge le commissariat au plan et qui avait lancé le premier plan. Et là, il a été, si je puis dire, mobilisé sur 2 sujets donc, qui ont déjà été évoqués, mais que je rappelle brièvement. Bon, premièrement, la France était à reconstruire, et même si le plan Monnet, avec un courage qui est absolument inimaginable aujourd'hui, avait sélectionné 6 secteurs, si je puis dire, fondamentaux pour reconstruire le pays, c'est-à-dire le machinisme agricole plutôt que l'agriculture. Vous imaginez ça aujourd'hui? Moi pas. Donc, il y avait la France, l'État, la France était appauvrie, les caisses étaient vides, les devises étaient inexistantes, et à ce moment-là, il y a eu le fameux discours de George Marshall qui, à Harvard, a proposé un deal que je ne qualifierais pas de gagnant-gagnant, puisqu'il paraît que c'est une expression qu'on ne doit pas prononcer ici, hein, mais dont le principe était très simple. On vous fournit l'argent pour acheter des biens d'équipement américains. Avec cet argent, vous allez relancer, par alliés européens ou Allemagne, vous allez relancer votre économie et ainsi échapper aux tentations staliniennes. Bon. Et nous, nos industries d'armement qui risquent de tourner à vide avec la fin de la guerre, nous allons avoir des débouchés et ainsi éviter la récession qui a existé par exemple à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, Jean Monnet a ce jeune collaborateur qu'il ne connaît pas encore trop bien et il lui pose la question, citation, « Voulez-vous réfléchir à la manière dont ce projet pourrait contribuer au financement du plan ?» Hein, c'est une belle question pour un grand oral de l'ENA. Bon. Et donc, Pierre Ury fait une réponse, dit-il, si rapide et si brillante qu'il devient aussitôt un des membres du cercle très fermé qui travaillait avec Jean Monnet. Ça, c'était la première question, comment financer les investissements de reconstruction. La deuxième question, c'était comment maîtriser l'inflation, qui était à l'époque extrêmement forte, et Pierre Ury, avec un petit groupe d'insomniaques, à mon avis, ce n'était pas très bon pour la santé de travailler avec Pierre Ury, parce que, comme cela a été rappelé, on travaillait le jour, la nuit, la semaine, le week-end. Hein. Il a esquissé, et je pense qu'il a eu là un rôle de pionnier avec
Claude Gruson, qui a été notre maître à Philippe Herzog et à moi-même. Bon, il a ébauché une comptabilité nationale pour montrer l'écart qui existait entre ce que produisait la France et ce dont elle avait besoin pour consommer et pour investir. Et là, il raconte une histoire que j'ai trouvée vraiment intéressante. Vous me dites si je suis trop long, hein. Bon, l'histoire, c'est Jean Monnet s'impatiente. Jean Monnet s'impatiente et il lui dit, c'est maintenant que j'ai besoin d'avoir votre rapport. Et là, avec une sorte de jubilation intellectuelle et un tantinet narcissique, Pierre Ury explique qu'avec 8 secrétaires, en 8 heures, un samedi, il a dicté un rapport qui a été porté le dimanche à Jean Monnet dans sa belle maison de Montfort-l'Amaury. Vous allez vous retrouver demain. Hein. Jean Monnet a validé ce rapport, et je pense que Jean Monnet, que je n'ai pas connu, avait l'œil pointu. Hein. C'est parti à l'imprimerie le lundi, c'est sorti de l'imprimerie le mercredi, et ça a fait la une de François, et François à l'époque c'était plusieurs millions d'exemplaires le jeudi. Donc c'est une prouesse, si j'allais pas dire administrative, mais une prouesse intellectuelle et de communication remarquable. Et autre prouesse, il a fait des recommandations fiscales, dit Pierre Ury, qui ont été aussitôt mises en œuvre par le gouvernement. Un prélèvement exceptionnel, on en a parlé ce matin, un prélèvement exceptionnel sur les revenus des non-salariés et une ponction sur les salaires les plus élevés. Vous voyez, on devait être dans des circonstances très spéciales pour avoir ce genre d'idée. Hein. Et résultat, nous dit Pierre Ury, sans trop de modestie, l'inflation a chuté de 45% à 2%, et la production et les salaires ont bondi de 8%. Voilà, c'est ce que Pierre Ury appelait « penser pour l'action ». Alors, je passe vite sur le fait qu'il faisait beaucoup d'autres choses. Il a été prof à l'ENA, il écrivait des tas de chroniques dans les journaux, y compris dans les temps modernes de Sartre, vous vous rendez compte, et vraiment, je ne sais pas quand il dormait, mais sa famille peut-être peut en témoigner. Donc, je voudrais souligner au passage ce qu'il disait de Jean Monnet, parce que j'aurai l'occasion de le dire à la fin, cher Pascal, il ne disait pas toujours du bien des autres. Hein. Et Jean Monnet, il en soulignait l'extraordinaire sens du moment que possédait Monnet, la rapidité de l'action quand les circonstances l'appellent, la patience d'attendre si l'occasion n'est pas mûre. Et, ajoute-t-il, Monnet n'était pas choqué quand d'autres s'attribuaient ses idées. Là, il y a eu peut-être une différence entre les deux hommes. Bon. Et Monnet, ça a été très bien souligné. Une fois qu'il a réussi le premier plan, il est passé à autre chose, réunir les hommes, cette communauté européenne du charbon et de l'acier dont on a beaucoup parlé. Et le fait, ça a été très bien expliqué, là je me suis vraiment régalé à vous écouter, l'appel du Salon de l'Horloge lancé par Robert Schuman le 15 avril 50, c'était remarquable. Pardon ? Le 9 avril 50 ? Ah, mais pardon. Oh, excusez-moi. Vous voyez, j'ai besoin d'historiens pour me remettre dans les clous. Bon. Il part avec Monnet au Luxembourg. Là, je ne redis pas ce qui a été très bien expliqué ce matin, mais là encore, on voit un exploit. Hein. Pierre Ury était, si je puis dire, un sportif de haut niveau dans le domaine de l'élaboration économique et diplomatique. Il a, en 15 jours, avec un comité multinational qu'il ne connaissait pas forcément complètement, élaboré un programme d'action complet pour les 8 premiers mois de la CECA, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et puis, je passe rapidement, Paul-Henri Spaak l'aspire, Paul-Henri Spaak, qui était donc ministre des Affaires étrangères de Belgique, il aspire pour concevoir avec lui le futur marché commun,
Et encore une prouesse olympique, hein, puisque Pierre Ury conçoit en 12 jours le rapport SPAC, en notant au passage que son nom n'est pas mentionné de rapporteur dans ce rapport, ce dont, semble-t-il, légitimement, il a conçu une certaine amertume. Donc, il parle de sa, si je puis dire, de sa créativité intellectuelle en disant qu'elle suivait un rythme uniformément accéléré. Puisque le premier jour, pour s'échauffer, il n'a dicté que 15 pages, hein, alors que le dernier jour, le chapitre sur leur atome, il l'aura bouclé en une seule soirée. Ça, il adore cette sorte de jubilation intellectuelle, à juste titre, parce qu'il était exceptionnel. Et puis après, avec son co-rapporteur allemand, le co-rapporteur allemand le lit en français et lui le discute en allemand. On a mentionné qu'il parlait le français, l'allemand et l'anglais, et on voit dans ses mémoires qu'il est aussi suffisamment doué en espagnol pour aider des pays d'Amérique latine à rédiger une sorte d'esquisse de projet d'union douanière. Bon, donc on a parlé de la signature du traité de Rome. Et je voudrais simplement souligner, j'insiste beaucoup sur sa personnalité qui était fort attachante, hein. Il dit avec humour « Il s'en faut de peu que j'apparaisse sur la vaste photographie officielle, 2 ou 3 rangs derrière SPAC. » Voilà, donc auteur du premier jet, si je puis dire, de la pierre angulaire du traité de Rome, il n'est pas sur la photographie officielle. Et là, on arrive à la fin de ce qu'il a appelé 12 années. 12 années qui étaient objectivement magnifiques et dont il dit « Placé au centre des affaires, au plan ou en Europe, j'ai obtenu ce que j'ai voulu. » C'est pas mal. Hein? Donc, sa pensée s'était traduite en action. Ensuite, vient une période un petit peu plus difficile sur laquelle je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement. C'est l'engagement politique de Pierre Ury. Donc, je passe sur le fait qu'il parcourt le monde pour essayer de vendre le schéma européen. Je passe sur l'Institut Atlantique et le club Jean Moulin. Je passe sur le fait qu'il a fait un essai dans une banque américaine où il n'y a pas eu de sympathie réciproque selon toute apparence. Et nous le retrouvons auprès de François Mitterrand, auquel il écrit des notes, avant que celui-ci, ou juste après que celui-ci mette en ballottage le général de Gaulle en 1965. Il fait même partie du contre-gouvernement fugace de François Mitterrand. Il fait même une tentative électorale, hein, ce qui est respectable. Hein. Pascal Lamy a fait ça aussi autrefois, hein, à Gisors, dans mon souvenir. Avec le même score. Avec le même score, donc vous voyez, bon, à chacun son talent. Et donc, il était candidat de la SFIO à Laon, hein, où il avait enseigné aux élections législatives de 1967, mais je pense qu'il en est resté là. Il a affectionné cette position d'expert. Et il a participé, peut-être que certains peuvent en témoigner dans la salle aujourd'hui, il a participé aux travaux de réflexion sur le futur programme du candidat Mitterrand de mai 80. Et là, à ce moment-là, il raconte une histoire extraordinaire, qui peut-être n'est pas passionnante pour les historiens, mais qui m'a beaucoup impressionné personnellement. Donc le 10 mai 1980, François Mitterrand est élu, et il y a, pour ceux qui sont familiers, une antenne présidentielle se met en place pour préparer l'entrée effective du nouveau président à l'Élysée. Et raconte-t-il, un membre de l'antenne présidentielle le voit et lui dit « Qu'est-ce que tu veux être ?» Ce qui est une question que je trouve curieuse, voilà. Et Ury répond, alors ça c'est rare qu'il fasse de la langue de bois, mais c'était bien. Demande-moi où je peux le mieux servir. C'est vraiment, c'est à pleurer, hein, c'est vraiment très beau. Mais peu après, il précise, on l'a rappelé ce matin, dans la situation qu'on nous laisse,
j'aurais très peur d'être ministre des Finances, mais j'aurais encore plus peur si c'était quelqu'un d'autre. Et je trouve que cette phrase n'est guère aimable pour Jacques Delors, et on en parlait avec Pascal tout à l'heure. Il ne trouve pas le moyen de citer Jacques Delors une seule fois dans ses mémoires qui ont été écrits en 1991, alors que Dieu sait que dans les domaines d'élection de Pierre Ury, la fiscalité, les finances publiques, le budget, Jacques Delors a fait beaucoup et ça méritait, me semble-t-il, un commentaire. Alors, j'arrive presque à la fin, qui est une période vraiment d'amertume pour Pierre Ury, et il est rare dans ses mémoires qu'on laisse transparaître cet état d'esprit. Hein. Il avait écrit un magnifique document que je n'ai jamais vu, quoique étant à l'Élysée, une politique économique pour les 2 premières années. Bon, ce texte a peu circulé, bon, peut-être que Pascal l'a vu, mais moi je ne l'ai pas vu, et il écrit « Il ne me restait qu'à souffrir ». Bon, ce qui n'était vraiment pas dans le tempérament que nous lui connaissions, parce qu'il a regretté la relance de l'inflation qui était très forte quand Raymond Barre a laissé une inflation à 14%. Hein. Pour le meilleur économiste de France, c'était pas terrible. Bon, il a regretté la surindemnisation des actionnaires des entreprises nationalisées et par symétrie la sous-valorisation de ces entreprises quand elles ont été privées par la droite. Alors, ce sur quoi je voudrais insister comme dernier point, c'est que je l'ai trouvé extraordinairement discret dans le grand débat de 1983. Hein, vous vous en souvenez? Enfin, discret dans ses mémoires, mais peut-être y a-t-il des documents ou des témoignages qui vont l'infirmer. Hein. Vous vous souvenez, en 1983, le président de la République était tiraillé entre ceux qui disaient « nous allons continuer le socialisme dans un seul pays, bon, et pour ça, nous allons sortir du lien qui existait entre le franc et le marc. Et puis il y en avait d'autres, dont je faisais partie, qui pensaient que les déséquilibres que Pierre Ury évidemment analysait à la perfection, en partie hérités, mais pas entièrement hérités, seraient accentués si on partait dans une spirale de dévaluation successive de plus en plus forte. J'en profite pour dire, là je fais une digression, je me réfère à la thèse extrêmement brillante de Philippe Herzog sous la direction de Raymond Barre sur la période 1958. Bon, ce qui a convaincu en 1958, c'est pas seulement la suppression des contingents, c'est une dévaluation de combat qui a été faite, qui était absolument considérable. Bon, et que même le patronat ne pouvait refuser, et Dieu sait qu'il était réticent sur le marché commun. On est rentré dans le marché commun, si je puis dire, avec une avance en matière de compétitivité qui était très forte. Mais je ferme la parenthèse. Donc, d'un côté, il y avait ceux qui voulaient sortir du serpent monétaire, de l'autre, les autres qui pensaient que ça irait de pire en pire. Et là, je glisse un sentiment personnel. En 1956, j'avais vu les inspecteurs du Fonds monétaire international débarquer en France, hein, avec leur attaché-caisse et imposer à la France une politique d'austérité qui était extrêmement humiliante. Et l'adolescent que j'étais en avait gardé un souvenir très vif, dont je me suis, si je puis dire, inspiré en 1983. Voilà. Alors, pour conclure, hein, Pierre Ury écrit, et je crois que c'était vrai, dans ses discours qu'il prononçait 1 heure sans note, il tenait beaucoup à la première phrase et à la dernière phrase. Bon. Et la dernière phrase de ses mémoires, je vous la relis. « À mon âge, je ne suis plus un concurrent, on peut reprendre mes idées. » Il écrit juste avant des réflexions qui sont vraiment amères, hein, et un peu triste pour lui. Je cite « Je n'ai guère proposé une idée, un programme, un manifeste qui ne fût mutilé ou écarté. »
Alors, il a une phrase un peu énigmatique parce que je présume qu'il pensait à tel ou tel, mais je ne sais pas qui, évidemment. Bon, reprendre les idées d'un autre, on découvrirait qui en était l'auteur, c'est en faire un concurrent. Alors, il faut changer, quitte à tout brouiller, à tout gâcher. J'ai le sentiment que Pierre Rury a eu le sentiment, a souffert que son intelligence fulgurante, que Jean Monnet avait su utiliser pour qu'elle brille de tout son éclat, eh bien son intelligence fulgurante, pendant que la gauche était au pouvoir, était quelque peu restée en friche. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir rapprochés de l'homme et pas seulement de l'économiste Pierre Rury. Après travaux plus académiques, on a eu les mêmes lectures pour le découvrir. Je crois que ceux qui se replongeront dans le livre ou les entretiens des archives orales découvriront aussi quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui est le talent polémiste. Parce que dans cette période, le livre le montre, où il essaye de proposer des programmes pour la gauche, il mène un autre combat contre Raymond Barre, la politique économique du gouvernement de l'époque, et avec quelle verve pas seulement sur l'inflation, sur d'autres questions, et on en retrouve l'écho dans le livre. Donc Pierre Rury polémiste, c'est aussi une dimension très, très importante et très présente dans la deuxième partie du livre. C'est rare pour un professeur, un technocrate, d'avoir la capacité de revêtir aussi l'habit de polémiste. Mais on a la chance d'avoir avec nous Pascal Lamy, qui ne présente plus, qui est aussi là où il est, c'est-à-dire comme président des think tanks Jacques Delors au croisement de tout un carrefour d'idées actuelles, et la chance de lui poser une question qui travaillait déjà Pierre Rury, qui travaillait déjà Jean Monnet, c'est-à-dire comment on passe de l'intégration économique à l'intégration politique. Et donc à la fois peut-être votre regard sur ce que Pierre Rury a fait, ce que Pierre Rury a pensé. Est-ce que ça peut nous inspirer pour un moment où cette question, 70 ans après, se pose toujours? Très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir associé à vos travaux d'aujourd'hui sur Pierre Rury, que j'ai croisé par deux fois dans mes fréquentations professionnelles et politiques. La première fois, quand j'étais militant socialiste, dans les années 70 jusqu'aux années 80, et pendant cette période, je participais, comme un certain nombre d'autres cheveux blancs dans cette salle, à des réflexions, à des travaux, à des commissions de travail au Parti socialiste sur les questions économiques, et où Pierre Rury apparaissait souvent aussi assidu que très loquace, parfois un peu longuement loquace, pour que d'autres que lui expriment leur point de vue dans ces réunions. Et puis évidemment ensuite, je l'ai fréquenté, quoique de loin, même si je l'ai rencontré physiquement plusieurs fois dans ma première vie à Bruxelles, après 1985, et à un moment où à Bruxelles, il était une espèce de personnage de mémoire, mais un peu mystérieux, dans le genre comploteur de la première heure, ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient en première ligne, qu'on a appelés les pères fondateurs, les Monnet, les Spaak, les Schuman, ensuite il y avait la catégorie Hirsch, Armand, Marjolin. Puis après, il y avait Pierre Rury. Un peu comme un autre de ces personnages auquel j'espère ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe se pencheront un jour, qui était Émile Noël. Et j'ai parfois
assez bien senti les proximités entre Pierre Ury et Émile Noël. En tout cas, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Christian, à juste titre, c'était sûrement un personnage très paradoxal, une intelligence formidable, un surdoué, quelqu'un qui était capable d'expression écrite et orale absolument parfaite dans la forme, et sans doute ce qu'il avait appris dans la maison qui nous accueille aujourd'hui. C'est en gros sa réputation principale pour la génération comme la mienne, mais aussi d'un autre côté, il a ce côté un peu touche à tout, nimbus de l'économie, un caractère quand même assez abrasif par moment, et c'est peut-être ce contraste qui explique cette énigme que vous partagez sans doute tous, en tout cas ceux qui vous intéressaient à lui et celles qui vous intéressaient à lui, cette énigme Ury qui est pourquoi tant d'influence et pourquoi si peu de pouvoir. Hein, ça, je crois que c'est un peu le fond de la question. Et je donnerai, avant de passer à quelque chose de plus substantiel, je donnerai ma propre explication, ma propre réponse à cette question, un peu tirée de mon expérience. En gros, le pouvoir, c'est de l'influence et des emmerdements. Et Pierre Ury aimait l'influence, mais n'aimait pas les emmerdements. Et donc, quand on a cette philosophie de la vie, et il l'avait, on doit s'attendre à un certain nombre de déceptions. C'est Paul Gégère qui m'a mis un peu sur la piste en disant Pierre Ury était un électron libre. Mon interprétation, c'est qu'effectivement, c'était un électron libre, mais parfois trop libre, et trop souvent libre malgré lui. Et c'est peut-être ça qui nous met proche de la réponse. Alors, passons maintenant à quelque chose de plus substantiel, qui est le sujet dont vous m'avez confié, ce grand sujet de savoir si, quand, comment l'intégration économique européenne, l'intégration économique, l'intégration européenne, partant de l'économie, va un jour aboutir à la politique, conformément à la pensée d'Ury et des pères fondateurs, selon laquelle de la pierre de l'intégration économique naîtrait un jour l'or de l'intégration politique, une espèce de processus d'alchimie un peu médiéval. C'était ce qu'il pensait, et pour entrer dans cette question, je pars d'un texte qui est c'est plus connu, qu'on a aidé à retrouver, et que Antoine Pugliani m'a aidé à retrouver, qui est cette fameuse note de 1955 qui accompagne un document qui, comme souvent d'ailleurs dans les méthodes de travail de Monet et ses collaborateurs, Ury faisait 1 ou 2 pages pour commenter quelque chose, puis quand on n'avait pas le temps de lire, on lisait ce qu'Ury avait écrit. C'est évidemment assez commode, parce que comme ça, il était sûr de lire ce qu'on écrivait, pas forcément ce qu'il commentait. C'est assez malin comme méthode, surtout quand on a affaire à des gens à la fois boulimiques et pressés de lire des notes sur des sujets importants. Et donc, dans cette note, il exprime, selon moi, assez clairement sa philosophie sur cette question de l'intégration européenne. J'en lis 2 phrases. 1. On ne saurait davantage envisager de nouveaux efforts d'intégration européenne autrement qu'en les replaçant dans l'ensemble des éléments qui doivent finalement concourir à l'édification des États-Unis d'Europe. Il y a 4 mots importants dans cette phrase, dans l'ordre. 1, il s'agit d'édification. 2, il s'agit de le faire par l'intégration. 3, c'est un processus téléonomique, il y a un finalement. Et 4, le finalement en question, ce sont les États-Unis d'Europe. Ça, c'est la manière dont il, et c'est très clair quand on lit ses mémoires, au fond a toujours vu, c'est sa conception de ce qu'il y avait à faire pour unir les Européens. Deuxième phrase, qui là est un petit peu plus technique dans le débat, qui apparemment était le sujet de la note qu'il commentait
mais que je n'ai pas trouvé, et qui apparemment opposait la coopération et l'intégration. La coopération, c'est quand des souverains à la méthode westphalienne se mettent d'accord pour faire des choses ensemble. L'intégration, c'est tout à fait différent. On ouvre un nouvel espace à l'intérieur de laquelle on partage cette souveraineté, on casse la gangue souveraine et on fait des choses ensemble de manière intégratrice. Alors, il dit, et je cite, c'est mon deuxième et seule citation, « Il est clair qu'il ne saurait y avoir d'intégration institutionnelle qui n'ait pour fondement ou pour objet une intégration fonctionnelle. » Donc, c'est l'intégration fonctionnelle qui mène et qui nécessite de l'intégration institutionnelle. Il faut souligner, avec le document dont il parle, que je n'ai pas trouvé, que l'établissement d'institutions nouvelles n'apporte à elle seule aucune solution et qu'elle risque de dissimuler ou de différer l'étude des problèmes au lieu de les résoudre. Et là, évidemment, on tombe en plein dans cette grande question, et je suis absolument certain, même si je ne parlerai pas de Delors dans ce petit exposé, je suis absolument convaincu que Delors partageait, et j'y reviendrai en parlant de ce qui s'est passé ensuite, fondamentalement cette idée. Donc, pour résumer, on est en face, dans l'esprit d'Uri, d'une séquence intégration économique qui mène à des institutions, qui mène à l'intégration politique, les États-Unis, l'Europe. La séquence, elle est là, économie, institution, politique. Alors, l'histoire a-t-elle, va-t-elle, aura-t-elle un jour donné raison à Pierre Uri sur cette vision extrêmement claire, forte et, au fond, assez originale. Alors, ma réponse de ce soir à cette question, qui en mériterait sûrement beaucoup, c'est une réponse typique d'économiste, en partie oui, en partie non. Alors, en partie oui, parce que l'histoire a donné raison à Uri sur la première séquence. Ce sont bien des intégrations, bien du fonctionnel, qui doit mener à de l'institutionnel et pas l'inverse. Ça, je crois que c'est vraiment absolument important, et que ça a été, pour le coup, validé par l'histoire et par les faits. On en a de très bons exemples dans ce qu'a fait Uri. La CECA, l'idée qu'ensuite, ça a été dit tout à l'heure par Philippe Herzog, il fallait passer à l'énergie, il fallait passer au transport, et puis au fond, on s'est retrouvé dans cette entreprise de marché commun, et que c'est à ce moment-là qu'il a fallu mettre ça dans une carrosserie institutionnelle qui s'est appelée le traité de Rome. Mais c'est bien les perspectives d'intégration qui ont mené au... Il fallait faire un saut institutionnel qui permettait de mettre tout ça dans une même carrosserie institutionnelle. On en a évidemment un deuxième exemple avec le Grand Marché, 92 de Delors, Grand Marché commun, marché commun, où il y a la totale jointure idéologique entre Delors et Uri, et entre Uri et Delors. Ils avaient la même conviction qu'il fallait moderniser, bien sûr, mais qu'il fallait décloisonner. Parce que les voies de la production moderne, et ce n'est pas l'ère digitale dans laquelle nous entrons qui nous donneront tort sur ces questions, mettent en jeu de formidables potentialités d'économie d'échelle, à partir desquelles on crée de l'efficience qui, elle-même, sous certaines conditions, peuvent créer du bien-être. Donc on a des exemples nombreux, je n'insiste pas. On a aussi, ce qui est intéressant, un contre-exemple, qui est le projet de constitution de Giscard d'Estaing, qui, comme chacun sait, a foiré, s'est craché, et la raison pour laquelle cette constitution s'est crachée, c'est pas qu'elle était pas bien faite, sur le plan de l'esthétique institutionnelle, c'était super.
Il avait même écrit un article pour savoir comment on en sortait, parce que Giscard trouvait que quand même ça manquait dans le... C'était pas vraiment beau avec un article qui ne permettait pas d'écrire comment on en sortait. Ce truc n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de projet concret d'intégration derrière. Si on avait dit, comme on l'a fait pour le grand marché, ou qu'on l'a fait pour l'euro, ah voilà, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble, et voilà pourquoi il faut qu'on fasse ensemble, et pourquoi c'est là. Il y aurait des gens qui auraient dit c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais une fois qu'on était d'accord sur le fait que c'était bien de faire ça, alors il fallait bien ajuster les institutions. C'est exactement ce qui s'est passé entre les deux conseils européens, où Delors a fait avaler le marché intérieur, et puis ensuite il a dit ah oui mais les gars, on a oublié de vous dire, on ne sait pas faire si on ne passe pas. Bon. Et la Constitution, c'est exactement l'inverse. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de projet concret, et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles elle s'est plantée. Or, ce plantage a eu des effets dramatiques sur la suite du parcours, et notamment parce que, pas seulement en France, mais en France surtout, au fond, les gens avaient voté contre, avaient gagné, et puis on a remis ça dans un gloubi-boulga parlementaire, et on a dit, ah ben oui, mais bon, d'accord, la Constitution, on a un peu changé 2-3 trucs, mais voilà. Et tous les gens qui ont voté contre, et il y en avait quand même un paquet, la preuve c'est qu'ils ont gagné, en sont sortis renforcés dans leur idée que c'était un truc qui venait d'en haut, auquel on ne pouvait rien. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on votait contre, et pendant, on en avait quand même. Hein, du point de vue de la démocratie moderne. Bon. Et j'insiste un peu sur ce point parce que cette vision d'Uri sur cette partie de la séquence était juste, et il est important qu'elle reste juste. Parce que si on ne la suit pas, on se plante. Alors passons maintenant, pour ne pas être trop long, à la deuxième partie de la séquence, où là, à mon avis, il n'a pas vu juste, comme d'ailleurs tous les pères fondateurs, c'est-à-dire la séquence qui mène des institutions à la politique. Et là-dessus, il n'a pas vu juste, comme la plupart d'entre nous, en tout cas moi, dans mes premières années à Bruxelles, dans ma première vie à Bruxelles, en gros, celle où j'étais directeur de cabinet de Delors, et où je les ai beaucoup fréquentés quand même, hein, les pères fondateurs, des gars comme Max Concham, par exemple. Max Concham pensait ça. Il pensait que, encore une fois, on avait trouvé la pierre philosophale pour faire de la politique avec l'économie. Sauf que c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui devra se passer, mais qui ne s'est pas encore passé. Parce que c'est pas parce qu'on ouvre un espace institutionnel à des institutions qui interagissent entre elles que les peuples occupent cet espace institutionnel. Cet espace, il est institutionnel, mais il est vide. C'est Elie Barnaby qui, comme souvent les observateurs extérieurs de l'Union, il y a eu Stanley Hoffmann, il y en a eu beaucoup d'autres, ont souvent un regard plus acéré que nous sur ces questions, qui a dit un jour que cette Europe-là était frigide. Et c'est juste, cette Europe-là est, en tout cas pour beaucoup de gens, frigide. Elle n'est pas habitée d'un sentiment d'appartenance, elle n'est pas habitée d'un sentiment de communauté, et j'en discutais avec Delors il n'y a encore pas très longtemps, car nous étions tous les deux assez opposés à l'idée de transformer la communauté européenne en Union européenne. Et c'est d'ailleurs un peu une référence au point que je faisais précédemment, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Hein, appeler un truc Union, si c'est pas une communauté ressentie d'appartenance, c'est excessif. On provoque, en quelque sorte, on provoque ce que les gens ont de plus important chez eux, c'est-à-dire ce qu'ils ont d'affectif, ce qu'ils ont de symbolique, ce qu'ils ont d'onirique. Hein, on dit, la réalité, c'est que 2 et 2 font 4, et donc, mesdames, messieurs, 4 et 4 font 8, et on continue. Eh bien, non. Une union politique, une communauté politique, un espace politique habité, c'est un espace où on met ensemble des rêves et des cauchemars. Et ça, Pierre Uri et les pères fondateurs, et cette génération-là, ne l'ont pas vu. Hein, ils ont loupé, et nous avec, pendant un certain temps,
et probablement encore maintenant dans la grande majorité des acteurs et des penseurs de l'intégration européenne, on a loupé le côté anthropologique, le côté anthropolitique de la construction européenne. On n'a pas prêté assez d'attention à ce que ça mobilisait pour et contre. Mais quand on mobilise contre les sentiments des gens, quand on mobilise contre leurs affects, c'est pas vraiment avec des raisonnements rationnels que de l'autre côté on peut convaincre. Et ça, je crois que c'est la leçon qu'il faut tirer. Dans ses mémoires, il dit souvent, voilà, enfin, on a réussi à obtenir le consentement des États. Et quand on avait obtenu le consentement des États, ça allait. On signait, et hop, on faisait la photo, et hop. Eh bien, ça ne marche pas, et je crois que nous devons, en tout cas ceux d'entre nous, qui continuent à essayer de penser cette intégration européenne, nous devons, et je le dis dans cette maison, et on en a souvent parlé avec Gilles Gressani et ses collègues du groupe d'études géopolitiques, nous devons mettre nos cerveaux au travail sur cette question. Et elle rejoint beaucoup d'autres questions, et notamment cette question de café du commerce, qui consiste à savoir pourquoi les institutions européennes communiquent de manière aussi médiocre, pour ne pas dire contre-productive. Je pense que les raisons de tout cela sont beaucoup plus compliquées que juste de dire parce que vous avez pris la mauvaise agence de pub. C'est très profond, c'est très compliqué, et là il y a un espace ouvert. Alors j'ai essayé avec quelques autres de commencer à l'habiter, à le creuser en créant un petit réseau de chaires d'anthropologie politique. Il y en a une à Louvain, il y en a une qui est née ici à Notre-Dame-Sud, l'Institut d'études avancées, qui se met au travail cette année. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais disons, je crois que là, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas ouvert dans la pensée de l'intégration européenne. J'en termine pour ne pas être trop long, en disant que, enfin, deux pensées. Bon, la première est tout à fait banale. Ça consiste à répéter que la pensée des anciens doit nous réfléchir, nous faire inspirer. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un gars comme Pierre Levry, il y a plein à prendre. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, finalement, n'importe peu. Ce qui est important, c'est de savoir que ça nous donne une espèce de musculature intellectuelle pour avancer dans ces problématiques compliquées. La deuxième, et c'est mon mot de conclusion, c'est de revenir à ce titre qu'il a donné à ses mémoires, qui s'appelle « Penser et l'action », penser pour agir, qui est avant une devise très chère à beaucoup d'entre nous, même encore maintenant, et que je rapproche effectivement de la devise des trois instituts Jacques Delors, celui à Paris, celui à Berlin, celui à Bruxelles. À Paris, c'est Penser l'Europe, à Berlin, c'est Europa Denken, et à Bruxelles, c'est Thinking Europe. Et je crois qu'effectivement, là, Pierre Levry est une espèce de guide stellaire qui doit continuer à nous mobiliser. Alors, je termine, mais je dois dire que c'est le pur effet d'une tentation et d'une curiosité, parce qu'il y a ici évidemment plein de gens très versés dans l'histoire de l'Union européenne. Et donc, moi, j'ai une question, si vous me permettez de terminer par une question moi-même, avant de passer aux autres, car il y a un conflit de mémoire, là. Il s'agit du nom commission. Commission européenne, commissaire européen. Alors, c'est une question qui m'a un peu préoccupé. Il n'y a pas d'autre à qui c'est arrivé dans la salle d'être commissaire européen. Et je vous conseille vivement de prendre vos bâtons de pèlerin, de faire le tour de quelques villages ou banlieues françaises et de vous présenter en disant « je suis commissaire européen ». Je peux vous dire, il y a 0,5% de la population qui pense que vous êtes autre chose que soit commissaire de police, soit commissaire politique, soit à l'extrême rigueur
commissaire-priseur pour disons, la classe bourgeoise. Bon. Et donc, là aussi, il y a quand même un petit problème de communication. Quand même. Avec une étiquette pareille, vous vous faites pas aimer, quoi. Hein, c'est clair. Ah donc, alors revenons à ce sujet. Pourquoi est-ce que ça s'appelait Commission européenne? Alors là, j'ai deux mémoires de ça. La première qui est celle que Delors donne dans ses mémoires, parce que c'est vrai que Sigury ne parle pas de Delors pour des raisons que Christian a fort bien esquissées sans les énoncer trop brutalement. Bien, je crois qu'on se comprend. Delors dit que c'est Uri qui a inventé le mot commission, qui tenait de ses fréquentations anglo-saxonnes, au moment où haute autorité est apparu un peu haut et un peu autoritaire. C'était pas mal haute autorité, mais ça allait pour le charbon et l'acier, mais enfin dire haute autorité pour le reste, bon, apparemment ça chiffonnait un certain nombre de diplômes. Et donc l'interprétation de Delors, c'est celle-là. Alors moi j'ai une autre histoire qui m'a été racontée par Émile Noël, quand même, qui n'est pas rien dans cette affaire, et à qui j'ai posé cette question un jour. Et il m'a dit, c'est arrivé parce qu'effectivement, on ne voulait plus de la haute autorité, mais quelqu'un, et je ne crois pas que ce soit Pierre-Henri, parce que c'est pas la même origine, quelqu'un a dit, revenons à l'histoire de l'intégration européenne, et un grand moment de l'histoire d'intégration européenne a été les commissions fluviales du 19e siècle, celle du Rhin, celle du Danube. Et donc, inscrivons-nous dans les pas de ces prédécesseurs qui ont pensé l'intégration européenne, et ils ont appelé ça les commissions fluviales, et bien appelons ça la Commission européenne. Je trouve que c'est plus joli, même si le résultat est à peu près le même. Et donc je laisse cette question en l'air, et si quelqu'un me donne la bonne réponse, mais il faudra que je vérifie que c'est la bonne, je suis prêt à lui payer un verre. Merci. La bonne réponse, mais moi qui ai vu les 20 heures d'entretien que Pierre Uri a donné au comité d'histoire économique et financier, je peux vous dire que jamais Pierre Uri n'a dit qu'il avait inventé le mot commission. Moi je l'ai découvert dans le livre de Delors. Parce que jamais Pierre Uri, parce que comme vous dites tout ce qui s'est documenté, en l'occurrence, je peux vous dire qu'il n'a jamais dit ça. En tout cas, ni dans ses mémoires, ni dans les entretiens Rasmussen. Nous avons la chance de pouvoir débattre encore une petite vingtaine de minutes. Donc, questions courtes, réponse des deux intervenants. C'est vraiment un privilège de vous entendre tous les deux sur le passé, sur Pierre Uri et sur l'avenir, parce que effectivement vous ouvrez les champs pour le débat actuel, Monsieur le Ministre. Je donne simplement une piste à Pascal, parce que j'ai le plaisir d'être propriétaire de ma maison de campagne, un bouquin écrit par un des deuxièmes couteaux de la négociation du traité de Rome, qui s'appelle Roberto Bucci, et qui raconte la genèse des traités de Rome, racontés par, je crois, 15 ou 17 des négociateurs. Et je crois, donc ce truc s'appelle la Genève des traités de Rome. Et la présentation de Pierre Uri dans cette galerie de portraits est d'ailleurs assez conforme à ce qu'on m'ont dit les uns et les autres. Mais je pense en effet que c'était plutôt l'idée que haute autorité qui collait pour la CK, on s'était payé la CED entre-temps quand même, donc tout le monde, depuis Messine, y allait un peu sur la pointe des pieds, donc c'était plutôt pour éviter le caractère exagérément impératif du rôle de la haute autorité. Alors il suffit de regarder mon bouquin, la prochaine fois que j'y regarde, je te mets un mot, mais est-ce que l'idée de renvoyer aux commissions fluviales négocier sur les principes de Vienne est revenue, je ne m'en souviens pas. Et moi je voudrais simplement exprimer une petite, j'ai écouté que cet après-midi avec énormément de plaisir et d'intérêt. Il y a un petit sujet qui a été pas vu, je crois,
c'est le rôle de Pierre Ury dans la discussion de politique intérieure française des années 60. Parce qu'en même temps que le général approuve l'application du traité de Rome et émet une réelle volonté politique à ce qu'on l'applique correctement, il y a pendant toute la décennie 60 le débat entre les gaullistes et à peu près tous les autres, à l'exception de la gauche, sur une véritable construction politique européenne, ce que notre patron commun avec Christian a appelé ensuite les européistes, au nom desquels, évidemment, Pierre Ury était un grand prêteur. Et ce débat-là sur la supranationalité, parce qu'à cette époque-là, c'était plus le terme de supranationalité que le terme de fédéralisme qui était employé dans la politique française. Pierre Ury était un des héros à lutter de cette thèse-là. Et au fond, le bilan qu'on doit faire 30 ans après, enfin non, 50 ans après, pardon, de cette période de débat politique sur, au fond, la conception de la construction européenne, me semble-t-il, mettrait encore beaucoup en valeur Pierre Ury. Prenons quelques questions. Je me permets de revenir à, non pas un mot de Pierre Ury, mais de Jean Monnet. Ce matin, on a évoqué le fait qu'au moment de la rencontre avec les Anglais en 1949, où il y avait Ury et Hirsch, Monnet dit dans ses mémoires, mais en fait les Anglais avaient bien compris qu'ils ne voulaient pas de l'engrenage dans lequel je les engageais en faisant des coopérations commerciales qui aboutissaient. Est-ce que c'est quand même la pensée profonde de Jean Monnet et peut-être de Pierre Ury? Est-ce que l'engrenage n'est pas antinomique avec ce que vous dites sur l'anthropologie, sur le symbolique, sur la volonté, sur la démocratie? Est-ce que l'engrenage n'est pas une manière de contourner, au fond, délibérément, la volonté, le plébiscite de tous les jours, enfin, tout ce qu'on peut dire là-dessus? Peut-être Pascal Lamy d'abord. Je crois effectivement que la théorie des pères fondateurs sur l'engrenage est erronée en ce qu'elle se révèle incapable par elle-même d'amener à une union basée sur l'appartenance. Alors, par contre, je crois que ce n'était pas du tout délibéré. Je pense que la plupart de ces gens étaient des économistes. C'était des pragmatiques, c'était des fonctionnels. Il fallait mettre les choses ensemble pour que ça marche mieux. La paix avait été le... Et donc, moi, j'ai travaillé avec Delors, et un grand ambassadeur israélien qui s'appelait Avi Primor. J'ai travaillé avec Delors pendant 3 ans sur une communauté de l'eau entre Israël et les Palestiniens. Pareil, dans l'idée que l'eau, c'est fondamental dans la région, et que s'ils se mettaient d'accord sur comment on utilise l'eau, ça n'a jamais marché. Et c'est peut-être d'ailleurs une des expériences qu'on fait que je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait. Bon. Donc je pense que ça n'était pas délibéré, et que s'ils avaient... Pierre Ury était agrégé de philosophie, mais pas de sociologie, pas d'anthropologie. Sa philosophie, c'était la philosophie classique. Si les sciences sociales avaient été, comme disent les intellectuels d'aujourd'hui, convoqués à l'époque, on aurait peut-être fait des choses un peu différentes. Et je pense que ce qui manque dans la construction européenne, dans l'intellect, dans la connaissance de la construction européenne, ce sont les sciences sociales. Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit dans des colloques avec des anthropologues que j'essaie de mettre au travail là-dessus, c'est pas tout à fait un hasard non plus. Et les spécialistes des sciences sociales, soit ils sont hyper politisés, soit ils sont apolitisés. Et les apolitisés, c'est dur à cuire, parce que pour les mettre sur le chemin de travaux de ce type, qui sont absolument fondamentales, qu'est-ce que la construction d'un nouvel espace politique qui se superpose à ceux qui sont dans les mémoires, dans les récits, dans les chansons, dans les institutions, dans les livres d'histoire? Qu'est-ce que ça met en branle, tant
tant qu'on n'a pas compris ça, et je pense qu'on ne l'a pas compris, on n'a pas proprement identifié, on pédalera trop dans cette théorie de l'engrenage. J'ajoute juste un mot, parce que je crois que c'est aussi une question de temps. Hein. On a distingué le court, le moyen et le long terme. Je pense que pour construire une vraie union, une vraie communauté, il faut soit une guerre, et la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle important en la matière, soit il faut une expérience commune. Donc je voudrais être peut-être plus optimiste, mais à long terme. Je pense que Erasmus est l'exemple même de la bonne décision pour que les nouvelles générations développent une certaine conscience communautaire. Mais ça va peut-être prendre encore 20 ou 50 ans. Simplement, les économistes travaillent, si je puis dire, à horizon d'investissement, c'est-à-dire à 7 ans. Les politiques travaillent à horizon de sondage, c'est-à-dire 7 jours. Donc, il faudra beaucoup de temps. Alors, est-ce que l'histoire laissera à l'Europe le temps pour se constituer en États-Unis d'Europe? Personnellement, je l'espère, mais je ne suis pas sûr de le voir. Je reprends ton exemple d'Erasmus, qui est très intéressant, parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui a marché pour créer une certaine... L'histoire d'Erasmus, c'est l'histoire d'un hold-up institutionnel, d'un détournement institutionnel. Delors voulait ça. Pendant tout un temps, on s'est basé... Il n'y avait aucune compétence communautaire à l'époque sur l'éducation. Pendant tout un temps, on s'est basé sur l'article qui permettait, dans le traité de Rome, d'élargir, de faire des actions communautaires à l'unanimité. Madame Thatcher, pas question qu'on mette un rond là-dessus. Et jusqu'au jour où François Lamoureux, qui était mon adjoint et qui était un institutionnaliste à la Noël, est arrivé en disant « Mais ça, j'ai la solution, moi. On n'a qu'à dire que c'est pour la mobilité des travailleurs. C'est dans le marché intérieur. » Alors, c'est la mobilité, c'est le marché intérieur. Allez, article marché intérieur, majorité, pof. Et au Conseil européen d'après, de leur dit « Bon, on a bien réfléchi quand même, vous savez, on pourra peut-être voter là-dessus, hein, parce que... c'est plutôt du marché intérieur. À ce moment-là, l'idée qu'on allait voter au Conseil européen, ça a tellement terrorisé tout le monde que hop, le truc est passé au prochain Conseil des ministres. Mais ton exemple est bon parce que c'est un détournement. C'est pas l'engrenage, c'est un détournement de l'engrenage qui a permis d'arriver à ce truc effectivement formidable. Si on peut partager un instant une des expériences qu'on a eues au Parlement européen, c'est un peu le contraire de l'engrenage, c'est le détricotage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas suffisamment la conscience d'une solidarité, d'une appartenance commune. C'est ce que nous avons vécu, quelquefois de manière très dramatique, pendant la crise financière, notamment en novembre 2011, le début de l'année 2012, où il n'y avait pas ce minimum de solidarité dans les opinions publiques pour permettre pourtant à des représentants qui voulaient que l'aventure continue de se dérouler dans de bonnes conditions. Et il a fallu vraiment que les États, plutôt, à défaut des représentants, des opinions, avec un certain égoïsme, mais aussi un sens du long terme, fassent le travail parce que les opinions calaient, faute d'un sentiment d'appartenance, de solidarité. Et du coup, c'est une réflexion très profonde de l'administration du Parlement européen, de voir tout ce qu'une petite administration peut faire pour encourager l'appartenance commune, le sentiment commun d'appartenance, la mémoire commune. Nous avons créé la Maison de l'Histoire européenne. Nous avons créé en ligne My House of European History, la mémoire des citoyens européens en ligne. C'est des toutes petites choses, mais le but est d'accélérer. Et l'espoir par rapport à la question de Christian, c'est que l'évolution technologique accélère le temps, parce que la barrière linguistique cesse d'être aussi dirimante qu'elle l'était auparavant. On peut communiquer plus rapidement,
un peu plus facilement à travers les barrières linguistiques, ça s'améliore. Et donc on a l'espoir que les mobilités, ces communications plus faciles, cet abaissement des barrières linguistiques permettent d'accélérer cette constitution d'une appartenance commune fondée sur le partage, sinon d'une histoire, du moins d'une mémoire commune et d'une anthropologie commune aussi qui se dessine. Mais on a encore le temps d'une ou deux questions. Je reprends la parole là-dessus parce que pour moi c'est clair que si on avait fait un référendum en Europe pour savoir si on gardait la Grèce dans l'euro ou non, elle serait sortie. Donc on a, bonne chose. Et si elle n'est pas sortie, c'est pas parce qu'il n'y a pas une Europe politique. C'est la partie politique de l'Europe et pas économique qui a fait basculer, en partie d'ailleurs grâce à Hollande en l'occurrence, et à quelques autres. Donc je ne veux pas trop insister là-dessus, mais je ne veux pas dire que ça ne marche pas du tout. Mais ça ne marche pas à la hauteur de l'ambition. Et d'ailleurs, regardez les billets d'euros que vous avez dans votre poche et vous comprendrez pourquoi on a loupé cette partie-là. Madame. Bonjour, j'ai une petite question. L'Europe créée par les pères fondateurs a été créée à la sortie de la guerre pour créer la paix. Est-ce que remobiliser les gouvernements et les peuples autour de l'Europe de la défense ne donnerait pas envie aux gens d'appartenir encore plus fortement à l'Europe? On peut commencer par Christian cette fois. C'est vraiment une question sur laquelle je n'ai pas de réponse catégorique, ni même très claire. Bon, je veux dire, la position française, la question que vous posez, c'est où commencent et où s'arrêtent les intérêts vitaux. Hein? Bon, est-ce que Taïwan fait partie des intérêts vitaux des États-Unis? Est-ce que la Pologne fait partie des intérêts vitaux de la France? Bon, nous avons la chance d'avoir parmi nous un ancien ministre de la Défense. Il va certainement avoir une réponse plus précise que moi en la matière. Donc je pense que l'Europe de la Défense, pendant une génération, on va faire des armements en commun. Peut-être on aura des satellites en commun, peut-être on luttera contre la cybercriminalité en commun. Mais avant que l'Europe constitue un intérêt vital pour chaque citoyen européen, je pense qu'il va beaucoup d'eau va couler sous les ponts de la Seine, me semble-t-il. Peut-être. Parce que l'ami. On reste dans la discussion sur l'engrenage. Moi, je ne crois pas que c'est en fabriquant des tanks ensemble qu'on va créer une Europe de la défense pour une raison simple. C'est que les systèmes d'armement modernes sont de plus en plus programmés pour une tâche, une cible, un moment, correspondant à une hypothèse très précise de mise en cause de la sécurité de celui qui a besoin de ces systèmes d'armes. Donc, à la limite, ce que dit Christian était peut-être vrai il y a 50 ans, je ne pense plus que ce soit vrai maintenant pour cette raison, et on a à peu près le même âge, alors que ce n'est pas une manière de dire que je suis plus jeune. Le fond de la question, c'est que ce qu'il faudrait, c'est une Europe de la sécurité des Européens. Défense étant une des nombreuses modalités qui permettent d'assurer la sécurité d'une population. Et cette sécurité, d'ailleurs, elle a été mise à mal assez sérieusement depuis 15 ans. Chacune des crises qui ont frappé ou secoué l'Europe, et nous tous, et nos populations, est venue de l'extérieur. Il n'y en a pas une qui est venue de l'intérieur, à part la crise politique qu'on a avec les Hongrois et les Polonais. Tout le reste, la crise financière de 2008, les réfugiés, l'Ukraine, tout ça, pouf, c'est tout venu de l'extérieur, et donc on a un problème de déficit de sécurité dans ce que l'Europe doit délivrer pour les populations. Ça, c'est l'image globale, et moi je vois cette question comme un problème de poupée russe. Il y a la politique étrangère, là-dedans il y a la sécurité, et là-dedans il y a la défense. On retombe sur le problème anthropologique.
Hein. Je vous cite une anecdote. Je participe tous les ans à un colloque qui est toujours intéressant à Albach, à la fin de l'été, où les Autrichiens qu'on invite beaucoup de gens d'Europe centrale et orientale, et on n'en voit pas tellement ici. Hein. Et donc j'ai discuté avec une Polonaise qui dirige un centre qui fait tous les ans un événement du type conférence de Munich, mais pour la Pologne. Et je lui disais à un moment, écoute, franchement, tu pourrais peut-être commencer à comprendre que rester dans les bras des Américains, c'est pas la voie de l'avenir. Elle me dit, ah oui, non, si, c'est la voie de l'avenir, hein, parce que les Américains, au moins, ils nous défendent. Je lui dis, mais attends, nous, les Français, là, les autres, ils ne nous défendent pas. Ouais, enfin, c'est ce qu'ils disent. Je lui dis, mais moi, mes compatriotes et moi, on est capables de se faire tuer pour défendre la liberté des Polonais. Elle me regarde bien, elle me dit, je te crois pas. Et là, on est en plein dans la question. Elle ne me croit pas, alors qu'elle croit que les Américains vont venir, ce que je ne crois pas. Mais on est dans quelque chose, on retombe sur la question précédente, on est quelque chose qui est l'ordre de l'imaginaire. Tant qu'on n'aura pas des cauchemars en commun, et c'est compliqué, voilà, je suis entièrement d'accord avec Christian, avoir des cauchemars en commun, je peux vous dire, se prenez un couple, une famille, je sais pas, des collègues de travail, ça prend du temps. Hein, bon. Et ça, alors il y a une démarche rationnelle, que d'ailleurs Pépé Borrell vient d'initier en mettant sur la table sa proposition de compas stratégique, hein, pour la présidence française, donc il se dit qu'il va peut-être quand même là-dessus mobiliser les imaginaires, mais il a parfaitement raison. Et si vous faites une interro écrite au Conseil européen et que vous dites « Donnez-moi la liste des 5 principales menaces pour votre pays », vous ramassez des copies, vous allez voir, ça ne tient pas du tout. Vous ne pouvez pas, à partir de là, en déduire qu'on aura une politique étrangère de sécurité ou de défense. Donc, il faut le faire à partir d'une démarche aussi rationnelle que possible, qui va mobiliser les émotions, parce qu'en disant « moi j'ai peur des Russes », ce qui est évidemment le cas des Baltes ou des Polonais, pour des raisons qu'on comprend, les Portugais vont dire « moi j'ai peur de ceci », et les Grecs « moi j'ai peur de cela », et les Irlandais « moi je pense ». Il faut passer par là. Et ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas de l'économie, ce ne sont pas des choses fongibles. Hein, et pour revenir à Uri, sa pensée est dans la pensée de choses fongibles. Ben, l'Union européenne, ça consiste à passer à du non fongible. Et ça... Philippe Herzog. C'est là-dessus aussi. C'est là-dessus aussi. Comment revenir sur l'échec du séquençage creusé par l'échec de la Constitution qui révèle des problèmes fondamentaux derrière. Alors, pour pousser un peu, d'abord, il y a peut-être des fausses pistes qui contribuent encore à nous enliser. Le concept de souveraineté. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de souveraineté, alors qu'on est face à des contradictions majeures entre souveraineté nationale et souveraineté européenne, et je ne voudrais pas être embringué dans la solution qui ramènerait à supranationalité. Alors, je vois 2 pistes. Les coopérations renforcées, structurées, sans les thunes. Alors, on peut quand même tabler, mais c'est pour faire sauter le verrou de l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut des coopérations ongoing, éventuellement entre États, parce que ça existe quand même dans la situation actuelle, sur des sujets, je dirais, de type bien commun, c'est-à-dire je veux avancer dans l'Europe de la santé, je veux avancer dans l'Europe de l'éducation, et là, est-ce qu'on peut monter des coopérations? Je reviens au domaine, hein. C'est plus simplement de l'industrie, mais c'est des nouveaux domaines. Et la deuxième piste, il faudra quand même bien chercher à retrouver des gens directement, en facilitant la levée de projets communs, émanant là carrément d'autres choses que les institutions verticales et étatiques et européennes qui veulent régler les choses par le droit avant tout. On entendait encore le président de la Cour de justice dire « c'est vrai, j'entre dans des domaines qui ne sont pas des domaines de compétences, mais j'y vais quand même ». Commentaire. Il y a aussi une autre question hein, que vous évoquez, qu'évoque la question.
que nous regardons de manière récurrente en regardant depuis maintenant 5 ou 6 ans les eurobaromètres, c'est exactement le genre de questions que vous avez posées, c'est l'écart entre l'attente des citoyens européens et les réalisations réelles. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que les gens en ont marre de l'Europe parce qu'elle en fait trop, qu'elle s'occupe de tout. Mais à vrai dire, si on regarde l'eurobaromètre, c'est exactement le contraire très souvent. C'est-à-dire il y a une attente qui est très forte sur beaucoup de sujets, mais sur lequel, parce que l'Union européenne n'a pas les compétences, parce que les États ne veulent pas se dessaisir, parce qu'il y a un déficit d'imagination, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas fongible, comme vous le disiez, il n'y a pas de réponse. Et le deuxième danger, et je trouve que la note que vous avez mentionnée de 55 est prophétique, c'est les institutions à la place des réalisations. Et combien on a d'Europe de papier, c'est-à-dire on donne l'impression qu'on a quelque chose. Ça a été longtemps le cas pour l'Europe de l'énergie, par exemple. Et en fait, si on creuse un peu, on a un cadre institutionnel, on a un empilement de normes, mais en fait, pas grand-chose. On a un cadre institutionnel à la place d'une intégration. Donc je crois que ça, c'est vraiment 2 écueils sur lesquels l'inspiration de Pierre Ury est vraiment très précieuse, parce que c'est 2 écueils sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut rechercher et sur lesquels on peut sans doute faire de la politique. Mais encore une question, et après j'ai promis à notre président comité scientifique d'avoir le temps de sa conclusion. Elle sera fort belle, donc je crois qu'il faut lui laisser la parole. Merci beaucoup. Une question très rapide, Michel Mangenot. Alors qu'on a vu aujourd'hui que Pierre Ury avait toutes les qualités pour être commissaire européen, pourquoi selon vous Pascal Lamy ne l'a pas été? Alors si c'est parce qu'il était trop libre, pour reprendre vos termes, pourquoi n'a-t-il pas été député européen dans les années 70, en particulier en 1979? Merci beaucoup. À la lecture de ces mémoires, de ce livre de 91, il répond. Il répond qu'il aurait aimé, mais qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'il y en avait d'autres qui étaient mieux en cours. Il avait peut-être intrigué, plus qu'il n'a voulu le faire, pour rester libre. Et ça, je vois assez bien, l'ayant connu un peu, je vois assez bien pourquoi il agaçait un paquet de gens. Hein. Ça, et surtout en politique, où, disons, on a plutôt tendance à arrondir les angles, à se faire apprécier, aimer. Il avait un côté disruptif. Quand il n'était pas d'accord, ou quand il se mettait en boule sur un sujet, franchement, Christian a cité ses démêlés avec Pérou, qui était quand même effectivement un grand maître intellectuel. Christian a raison, quand Pérou a vu cet animal prendre la lumière à côté de lui, il n'en a plus voulu, et ça a été un clash terrible. Donc il était abrasif quand même. Et je pense que ça c'est la raison fondamentale pour laquelle il a pas... Le récit qu'il fait dans ses mémoires de cet entretien à l'Élysée, où il a été reçu par la cellule de transition, qui était dirigée par... Comment il s'appelait Non. Avant Bérégovoy, il y avait un vieux conseiller d'État, là. Le GATT. Paul. Voilà, le GATT. C'est le GATT qui a été au début de la cellule de transition. C'est le GATT qui recevait les gens qui allaient sonner une bière. Et Mitterrand avait fait un couloir spécial là, pour aller chez le GATT. Et puis après, il ne cite pas son nom. Mais c'est vrai que ce récit dit beaucoup de choses. Trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, cher